C'est une image incroyable, un acte héroïque qui fait beaucoup de bien. Dimanche, en début d'après-midi, un incendie s'est déclaré dans un appartement à Nantes. À l'intérieur de cet appartement, un couple et un bébé de 6 mois pris au piège. Alors qu'un terrible drame semblait se dérouler sous les yeux des voisins paniqués, plusieurs jeunes du quartier ont eu un comportement héroïque et ont escaladé 3 étages pour sauver la famille en détresse. Ça fait tellement plaisir de voir ça. Vraiment, merci. Alors, Sakumba, merci d'être là. Vous avez porté des matelas pour sauver le bébé. C'est ça, on a reçu le bébé aussi, ouais. Bah oui, c'est ça, faut le dire. C'est ça, c'est léger. Ismaël a participé à la chaîne humaine pour monter au 3e étage. Et vous, Kenza, vous êtes le premier témoin du drame. Vous allez mobiliser les jeunes. Alors, Kenza, comment vous avez remarqué l'incendie? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon mari était en bas en train de bricoler sa voiture et on a entendu des cris. Des cris. Et il croyait que c'était une femme qui s'était en train de se faire battre. Et non, finalement, c'était vraiment l'incendie qui a commencé. Donc, et là, on a commencé à arriver sur les lieux. Mon mari a demandé à une dame qui criait en haut de couper son compteur et de fermer le gaz. Et elle avait peur et elle ne pouvait pas descendre parce que dans l'escalier, il y avait trop de fumée. Donc, on a contacté les services, justement les pompiers. Ils ont mis du temps à arriver. Il y a des habitants qui ont essayé d'appeler. On a mobilisé les jeunes. Et bravo pour cet acte d'humanisme. Ils sont arrivés à faire une chaîne humaine. Anas est parti chercher aussi un matelas. Et du coup, on en est arrivé à avoir des jeunes devant et derrière. Et alors, nous avons tout filmé. À quel moment vous avez compris qu'un couple et son bébé étaient pris au piège? Au moment, justement, quand la dame en haut commençait à crier et alerter, justement, que ce couple était devant la fenêtre et le papa qui avait le bébé carrément dans les mains. Alors, comment vous avez pris la décision d'intervenir parce que là, c'est vrai qu'il y a une chaîne humaine incroyable. Ça combat. Comment vous avez pris la décision d'intervenir? On n'a pas réfléchi, ça a été fait instinctivement. Ça s'est fait directement, on n'a pas réfléchi. Chacun a contribué de la manière qu'il pouvait, dont il pouvait. Vous avez paniqué ou pas? Vous avez paniqué, vous avez dit il faut qu'on les sauve? Non, franchement, on ne réfléchissait pas, on a foncé. Ismaël, vous me dites que vous avez paniqué. Forcément, vous avez dit il faut qu'on sauve. Ah oui, il y avait de panique, surtout après, quand tu vois un bébé, il est en train de souffrir, il n'arrive même pas à respirer en plus. Tu n'arrives même pas à le sauver parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix, à part qu'il sort par la fenêtre. Alors vous avez participé à la chaîne humaine, hein? Oui, c'était impressionnant un petit peu. Ça devait être la panique, forcément, hein, Kenza. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a mobilisé les jeunes, on s'est entraidés, et dans un quartier politique comme ça, je trouve que c'est très beau. Moi, je suis vraiment fier de ce que vous avez fait. Tout le monde est fier de vous. Moi, j'ai pas pu participer à l'échelle humaine, j'ai un peu trop de poids. Football de club, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas en parler. Ça n'a aucune logique ni économique. On ne peut même pas parler d'égalité salariale puisqu'elles ne font pas du tout. Elles ne font pas le même travail. Les hommes et les femmes ne font pas le même travail. Ils ne jouent pas. C'est comme si on disait un artiste qui joue devant 100 personnes, il doit être payé le même tarif qu'un mec qui joue devant une salle de 5000 personnes ou des gens qui font des concerts devant 1 million de personnes. Enfin bref, ça c'est impossible. Le vrai débat, il est pour les équipes nationales. Et d'ailleurs, Morgane Rapinoe, elle n'a pas dit autre chose. Elle a dit aujourd'hui, il ne faut pas se méprendre sur son discours. Mégane, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Morgane, pardon, Mégane Rapinoe. Il ne faut pas se méprendre sur son discours. Elle dit très simplement, nous, on est championne du monde. Pourquoi on ne touche pas autant que les hommes américains qui, eux, sont plutôt mauvais? Exactement. Là, effectivement, elle a raison, on ne peut que la soutenir. Moi-même, je pensais même que c'était... Moi aussi, je croyais que c'était acté. J'ai même trouvé ça pas normal. Et puis, je ne crois pas qu'en plus, le football des hommes... La sélection homme, elle rapporte énormément d'argent sur le côté logique économique, ceux qui rapportent le plus. Je suis même pas sûr parce que l'équipe féminine, elle est très connue, elle a une forte notoriété aux États-Unis et culturellement, le foot américain, le foot féminin aux États-Unis est très connu. En France, comment on va faire ça? On va demander à la fédération que tout l'argent qui rentre, aussi bien des sélections hommes que femmes, soit ensuite partagé à part équivalente. Moi, je veux bien, mais les joueurs, on va leur dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, il faut quand même le savoir, sont payés en droit d'image. Donc l'argent qui rentre par le biais des sponsors, c'est parce que Mbappé est connu, c'est parce que Griezmann est connu. Amandine Henry est très connue, c'est une fille super, mais elle ne rapporte pas énormément d'argent. Mais à la limite, poussons le raisonnement jusqu'au bout. Et donc, ok, vu que c'est la fédération, c'est une délégation de service public, prenons l'argent, essayons d'en donner plus. Plus, oui, pourquoi pas? Mais dire à Mbappé, écoute mon grand, si toi tu nous rapportes pour votre titre de champion du monde, vous allez toucher entre 300 et 400 000 euros en droit d'image. Les filles, elles ont touché beaucoup moins. Elles ont fait quart de finale.
elles ont certainement touché trop peu par rapport à un quart de finale. Ça mériterait une réévaluation, d'autant qu'effectivement, là où tu avais raison Cyril, c'est que les audiences ont été plutôt très intéressantes. Donc là, certainement qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Mais parler d'égalité, ça n'a absolument aucun sens. Il ne faut pas utiliser des mots qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça avec une fille de l'équipe de France ? Personnellement, non, mais j'en ai parlé par exemple à la responsable de la FIFA de la question d'égalité homme-femme, qui est Algier, et elle milite effectivement pour que les différentes fédérations nationales fassent l'égalité salariale. Bien sûr, mais de toute façon, on est d'accord qu'on est pour, d'une façon générale, tout métier confondu, tout corps confondu, que les femmes gagnent autant que les hommes quand même. Même plus sur BTP, il faut comprendre. Oui, enfin bon. Ça reste à voir. Est-ce que, par exemple, si une présentatrice d'une émission, femme... On va prendre Géraldine Maillet. Elle ne présente pas, elle est chroniqueuse. Elle va vite présenter. Alors, imaginons que Géraldine Maillet présente une émission et que son salaire soit 2 fois inférieur à celui de Cyril Hanouna. Alors je dis non. Est-ce que vous allez vous battre pour que le salaire soit égal ? Oui. Je suis en effet dans le milieu privé. Comment est-ce possible Vous me posez une question, Daniel, laissez-moi répondre. Allez-y, les femmes, encore, la parole. Allez-y, excusez-moi. Même en étant... Allez-y. Je suis pour, globalement, dans le secteur privé, que les écarts de salaire ne dépassent pas de 1 à 20. Oui, mais ça, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. On en est très loin. Non, mais rien. Non, mais de 1 à 20, c'est énorme, bien sûr. Ça, c'est pour tout le monde. Entre hommes également, parce que les grandes disparités, c'est pas seulement entre femmes et hommes, mais y compris entre hommes. Alors, la question de Daniel, elle est intéressante. La différence que vous posez entre Géraldine et Cyril se pose aussi entre Cyril et Bernard, entre Cyril et Nicolas. Non, il faut qu'ils fassent le même métier. Bah oui. Oui, mais Géraldine fait le même métier que Nicolas. Ça, d'accord, mais est-ce que... Pourquoi vous me posez la question de comparer avec Cyril ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'évalue assez facilement, c'est tu fais de l'audience ou t'en fais pas. Tu rapportes de l'argent ou tu rapportes pas. L'émission, si elle est présentée par quelqu'un d'autre que Cyril Hanouna, TPMP, je pense qu'ils font la moitié de l'audience. Donc il est normal que quelque part, il y ait quelque chose qui le distingue. Daniel. Donc que ce soit un homme ou une femme, vous braquez. Moi, je veux bien prendre la paye. On ne va pas changer la conversation. On parle de femmes et d'hommes qui font le même métier que nous. Oui, mais si la femme, en l'occurrence, fait la moitié de l'audience. Leur métier, ce n'est pas présentateur télé et ce n'est pas de faire de l'audience, justement. Leur métier, c'est de jouer un sport, qui est le sport populaire. Pas du tout, parce que ça... Lui, son job, c'est d'amener de l'audience, c'est de plaire et de faire une animation. Mais il y a une audience dans le football, c'est les gens qui viennent au stade, c'est ce que payent les sponsors. Il a raison, Daniel, il a raison. Ça, c'est parce que le football a évolué d'une certaine façon et est financé aujourd'hui principalement par les droits TV, ce qui d'ailleurs pose des gros problèmes d'équilibre. Attendez, sur les droits TV, vous êtes d'accord qu'il y a un problème. Quand la fédération a vendu à 1 milliard la dernière fois les lots, finalement, on s'est retrouvé avec Mediapro qui ne pouvait pas payer. Donc, de toute façon, ce système-là ne marche pas, n'est pas sain. Mais il ne marche que comme ça, Madame Garrido. Non, mais Daniel, vous êtes d'accord avec le système actuel, vous êtes du côté du manche, vous êtes du côté de la financiarisation. Moi, je ne pense pas ça. Et je pense en plus que ça favorise pas l'équité salariale, y compris entre joueurs masculins. Mais revenons à la question de l'équipe nationale. Revenons à la question de l'équipe nationale française. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que l'équipe nationale française a Claire Fontaine, il y a des modalités de salaire qui soient les mêmes, avec les mêmes critères et les mêmes montants? Alors, excusez-moi. À partir du moment où l'équipe de France, elle rapporte 100 et que l'équipe de foot féminine rapporte 10, c'est pas forcément logique qu'elle touche autant que les hommes. Je vous promets que ce discours peut également s'entendre, même si pour vous, le mot égalité est le plus important de la langue française. C'est notre équipe drapeau. C'est une sorte de service, vous l'avez dit vous-même. Alors, à qui on donnera l'argent alors? Si l'équipe de France des hommes, elle rapporte 100, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait comment? On met dans une caisse... Comment ils ont fait les Brésiliens, les Anglais, les Norvégiens? Comment ils ont fait tous? Ceux qui le font de mettre l'égalité salariale? Est-ce que forcément, c'est une chose qui est bien? Ben bien sûr que si. L'égalité salariale homme-femme est forcément bien. Est-ce qu'on peut en discuter? On peut se mettre d'accord là-dessus. Non, Madame Garrido, est-ce qu'on peut en discuter et se dire qu'au final, c'est pas forcément juste non plus que celui qui rapporte beaucoup ne touche pas plus que celui qui rapporte moins. C'est pas le problème de l'homme et de la femme, ça. Vous avez une vision non sportive d'une activité qui est d'abord un sport. Vous dites que en fait, le sport est là pour rapporter, alors qu'une Coupe du Monde, une compétition internationale de fédération et de drapeaux, c'est d'abord une activité sportive. Si vous enlevez le sport, une réévaluation, assurément, une égalité, non. Une réévaluation, vous avez raison, parce que les audiences, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont très bonnes. Une réévaluation. On est tous d'accord. 1 milliard de personnes ont regardé la finale avec les L'égalité n'a pas de États-Unis la sens. dernière fois. Dans le cas des Américaines, ça a un sens. Dans le cas de l'équipe de France, ça n'a pas de sens. Merci, on va libérer Daniel, qui doit y aller, mon chéri d'amour. Merci beaucoup. Merci mon Daniel, et merci, tu reviens quand tu veux, on adore quand t'es là.
Alors, Mila, suspendu des réseaux sociaux, est-ce que vous comprenez ou pas? Tout serait parti d'une publication de Mila d'un vieux dessin qu'elle aurait fait alors qu'elle était en maternelle, un dessin de pain au chocolat, mais selon l'adolescente, quelques minutes plus tard, en réactivant son téléphone, elle est tombée sur des centaines de messages d'insultes. Voilà, chet, t'es islamophobe, tu mérites, hé hé hé, je viole Allah, voilà. Attends quoi? Je trouve qu'on en fait un peu trop avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Schiappa? Ce que je déplore, c'est le manque de transparence dans l'action de modération de Twitter. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de règles claires. Si vous êtes insultant, si vous participez à un raid numérique, votre compte sera supprimé et c'est normal. En revanche, quelle que soit la personne que vous êtes, si vous êtes victime de ce raid numérique, on vous protégera de ce raid numérique. Combien il y a de modérateurs chez Twitter ? Je pose la question. Et où est-ce qu'ils sont, ces modérateurs? On peut les voir? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce que c'est délocalisé dans un autre pays? Est-ce que c'est gérable à l'échelle de Twitter? Il y a des millions de tweets, c'est très compliqué. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Marlène Schiappa, quand vous voyez en top tweet, à 14h, top tweet, numéro 1, hashtag je viole Allah. Ah oui. Est-ce que ça vous dérange pas? C'est vrai que c'est maladroit. Moi, ça me dérange. Le motif de suppression des comptes Twitter, ça peut pas être est-ce que ça dérange ou pas un membre du gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça. Non, mais c'est pas légal. Bien sûr que si. Exactement. C'est la loi ou c'est pas la loi. C'est la règle ou c'est pas la règle. Et le problème, c'est que là, on ne sait pas quelle est la règle. Et quand on ne sait pas quelle est la règle, elle est à géométrie variable. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont bien sûr contre les menaces de mort sur Mila, mais qui sont extrêmement offensés et extrêmement tristes de voir en top tweet en France à 14h37, je viole Allah. Non mais attendez, évidemment. Mais c'est offensant pour tout le monde. Le sujet, c'est qu'il y a deux questions différentes. Un, la critique de la religion qui est permise et qui est possible dans la République française. On peut critiquer même de façon virulente une religion, mais on n'a pas le droit d'appeler à la haine des croyants, d'appeler à la haine ou à la discrimination des musulmans ou de tenir des propos violents vis-à-vis elle appelle à la haine. Non mais violer, c'est un délit. En fait, elle est dans l'escalade. Moi, j'appelle un moment au calme. J'appelle au calme, à la responsabilité de chacun. Je pense qu'il faut faire redescendre la pression. On ne peut pas avoir dans les top tweets des bagarres entre Allahu Akbar, je viole Allah, etc. Non, ça, c'est pas possible. Appelons à la raison, appelons au respect de chacun et au fait que chacun, y compris Twitter, prenne ses responsabilités face à ses propos. Pour moi, c'était un délit. Excusez-moi, on ne peut pas faire un hashtag je viole, 3 petits points. C'est scandaleux. Et je ne crois pas que l'État français, pour le coup, dise pas on ne peut pas écrire une chose pareille. Et c'est pas le problème de Allah, c'est je viole, 3 petits points. Alors en fait, si on veut faire, si on veut faire 2 minutes un débat juridique, il n'y a pas de jurisprudence sur cette question-là. Donc en fait, il y a des gens qui vont plaider en vous disant ce que vous venez de dire. Un avocat pourrait dire exactement la même chose. C'est un crime de violer quelqu'un, c'est un appel au crime. Et donc c'est illégal, il faut le condamner et ce sera sanctionné. Et des gens vont vous dire est-ce qu'Allah est une personne matérialisée ou désubstantialisée qui représente quelque chose? Auquel cas, ça ne serait pas un appel au crime. Moi, je ne suis pas patronne de Twitter, je ne suis pas avocate. Je prends mes responsabilités qui sont celles de faire les lois. Quand elle est extrêmement dure, extrêmement virulente, extrêmement insultante et violente envers toute une communauté qui est la communauté musulmane, je trouve ça un peu bizarre de dire qu'elle a rien fait, que c'est une victime de tout ça. Alors là, pardon, mais vous n'étiez pas là il y a 5 minutes, vous vous étiez occupé à autre chose. Non, j'ai l'impression que vous prenez sa défense systématiquement parce que c'est un symbole du harcèlement, mais vous pouvez pas dire... Alors, plusieurs choses. Un, j'ai dit que moi j'étais choquée par le fait de dire que je viole Allah. C'est évidemment pas opportun, c'est évidemment choquant, c'est évidemment très choquant, tout ce qu'on veut. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi en tant que mère, je me dis une jeune fille qui est harcelée, je suis désolée, j'ai envie de la protéger. Et ensuite, oui, bien sûr, Mila, c'est devenu un symbole, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'elle est menacée de mort. Vous vous rendez compte de la violence? Mais elle aussi a été Vous êtes une adolescente, on vous menace de mort, on souhaite votre suicide, on vous fait des photomontages avec du sang. Évidemment, on ne peut que soutenir une adolescente qui est en proie à ça. Bienvenue dans mon appartement, dans l'un de mes appartements. Alors, il ne s'agit pas de mon appartement préféré, je préfère largement mon hôtel particulier à Saint-Cloud. Je vais vous parler du salon. Alors, c'est un salon finalement assez commun, pas grand-chose de particulier. J'ai cru comprendre effectivement que nous n'étions pas forcément du même monde. Non. Je m'appelle Louis Vignac, je suis fils de François Vignac. François est à la tête de plusieurs sociétés. Pour la petite histoire, il a acquis cet appartement pour avoir un petit pied-à-terre dans le 16e arrondissement. Bon, il m'a dit, je te le laisse. Si tu t'y sens pas à ton aise, tu le laisses à qui mieux. Bon, moi j'ai la chance, si vous voulez, de ne pas travailler. Bon. Vous connaissez un petit peu quand même notre religion ou même pas? J'ai eu un aperçu dans La Vérité si je mens. C'est un film. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Je n'hésiterai pas, s'il le faut, même à mettre votre petit chapeau là sur la tête, le petit pancake là tout mignon là que vous avez. Attendez, j'en ai une pour vous, tant que je tiens des juifs à table. Qu'est-ce qu'un juif dans une forêt? C'est un
Rabin des Bois. Alors, vos petits prénoms, vous me disiez que c'était Gérard et Émilie. Donc, j'imagine que ce sont des noms d'emprunt. Non, directement. Gérard, c'est Gérard, quoi. Je veux dire, je vois pas le côté juif. Je vous présente Charlie, notre excellent cuisinier. Ouais. Enchanté. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Cela devrait vous ravir. Charlie est de chez vous. Voilà. Il est juif comme vous. Vous devez sûrement avoir beaucoup de choses à vous raconter. Vous pouvez peut-être parler de Patrick Bruel, les boulettes, Tel Aviv, ces choses-là. Je n'avais jamais rencontré de juif. Le seul que je connaissais était le pitre de la télévision, là. Cyril Hanouna. Oui. Oh, cela ne me donnait guère envie d'en savoir davantage sur vous. Mais finalement, mon cuisinier au zizi coupé est très bien. Vous êtes juif et arabe en même temps? Non, pas du tout. Absolument. Comment ça, je fais arabe? Disons que vous cherchez les problèmes. Mais je cherche aucun problème. Mais juif et tunisien en même temps. Je crois que c'est dans le même panier. Vous avez toutes les tares en même temps. Soit vous n'avez pas compris, soit c'est vous qui cherchez les problèmes. Non, je cherche pas les problèmes. Non, évidemment que non. Vous avez dit quoi? Je n'ai pas compris. Toutes les tares en même temps? Oui, c'est une petite boutade, c'est un bon esprit. Là, on peut rigoler sur des choses, mais il y a des choses où... calme le jeu, parce que... Le respect. Je me suis rendu compte que Georgia en avait dans le ciboulot et qu'elle n'était pas juste un bout de viande. Bah, j'espère bien. Oui. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a également sa splendide croupe qui réveillerait les morts. Mais il faut dire que les échanges SMS n'aident guère à construire une relation digne de ce nom. C'est compliqué. Et que j'en avais plutôt ma claque de me tirer sur la bistouquette. Ce fut donc une délivrance de retrouver Georgia et de pouvoir à nouveau la serrer sensuellement contre moi. Oh, mais ça, on ne rentre pas dans les détails. Hein. J'étais loin d'elle, j'avais des photos d'elle, et ça me permettait au moins de faire passer le temps. Oui, bon. Allez, on... Oui, bon, on a compris, mais ils ont compris, mais ils sont gênés. Du coup, je ne te voyais pas, je ne pouvais pas te palper. Oui, ouais, mais bon. Il y a un moment où se tirer sur l'engin, ça suffit. Oh, allô? Je tiens à être clair dès à présent avec vous là-dessus. Il est hors de question que vous raccourcissiez le prépuce de notre progéniture. Je vais me permettre une certaine familiarité. Nous avons la chance d'avoir dans la famille un grand sgeg de père en fils. Je tiens absolument à ce que notre lignée de sgeg reste intacte. Il faut savoir qu'à ce jour, Georgia et moi n'avons point encore copulé. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, je n'ai pas encore mis mon petit nugget dans le pot de mayonnaise. Mais, ayant la trentaine maintenant bien tassée, il est vrai que cela commence à me tirer sévèrement sur la bistouquette. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On peut pas faire marche arrière. Hein? On peut pas faire marche arrière. Si j'ai voulu autant que vous rencontriez Louis... Ah non, ne me dis pas ça. Ah non. C'est que je suis enceinte. Elle est enceinte. Et effectivement, je l'ai déjà fécondée. Je ne supportais plus d'en avoir lourd sur la bistouquette. Donc, j'ai fécondé votre fille. Et d'ailleurs, j'ai l'échographie à vous montrer. Regardez. Magnifique. Attends, je vais le buter. Regardez ce petit bébé, il est terriblement trognon. Regardez. À l'intérieur, il y a l'échographie. Ouvrez. L'échographie, en fait. Tiens, ouvre. Ouvre. Voilà, c'est une belle nouvelle. Regardez les réjouissances. Regardez comment on saute tous au plafond. Papa, maman. Vous êtes fait piéger, c'était une caméra cachée. Bravo. Fais un câlin à tes parents, Georgia, tout ça est faux. Bravo. Il y a tout un contexte, hein. Ça veut dire qu'avant le piège, longtemps avant, Georgia a dit à ses parents, j'ai rencontré quelqu'un, c'est l'homme de ma vie, je veux faire ma vie avec. Il est spécial, il est un peu hautain, il est arrogant, vous allez voir, parce qu'il fallait pas que ce soit trop spécial le jour du piège, pour que ce soit crédible, parce que sinon elle leur parle forcément, un mec comme ça, t'es obligé de dire qu'il est spécial. Donc elle leur a dit, il est un peu spécial, mais s'il vous plaît, soyez un peu indulgents le jour où vous le rencontrerez. Donc il y a tout ça qui fait qu'ils arrivent à un moment où ils pensent que c'est un moment charnière de la vie de Georgia, et ils se disent, on va pas la mettre en porte-à-faux, nous on aime notre fille, on va pas commencer à bastonner son nouveau mec. Et du coup, c'est pour ça que je pense vous avez été formidable vous aussi. C'est gentil. Georgia, vraiment, elle jouait la comédie. Elle était très bien. Mais en fait, je n'avais jamais présenté un copain à ma famille, donc c'était bien compliqué. Donc là, c'est comme Isabelle Morini-Bosque. Comment? Comme Isabelle Morini-Bosque, elle n'a jamais présenté de copain à sa famille. Non, mais voilà, dès que j'avais des copains, je leur présentais pas. Sauf que là, j'ai dit, allez, c'est l'officialisation, j'ai envie de faire bien les choses. Je leur ai expliqué que c'était un mec bien malgré. Qu'il avait quelques problèmes, et voilà. Dès le départ, j'ai eu un blocage parce que ça correspondait pas du tout à ce que je m'attendais que ma fille me ramène un gentil fiancé. Il y avait déjà des choses qui n'allaient pas, mais je me suis dit, bon,
Après vous essayez de... Je vais connaître, je vais attendre, je vais patienter. Il doit avoir certainement 1000 et une qualités. Vous essayez d'arrondir les angles, hein, je le vois. Voilà, mais il y a eu beaucoup de patience. Et Gérard, c'est un amour. Il est un peu en retrait. C'est par amour pour leur fille, je c'est ça. C'est par amour pour leur fille, c'est que voilà, vous respectez ses choix. Elle voulait nous le présenter, c'est qu'elle y tenait, donc à partir de là, on n'a pas le choix. Quoi. Alors, on attend. Il a enchaîné ensuite plein de clichés sur les juifs. Vous êtes donc juif tunisien, et c'est vrai que il a enchaîné. Une phrase magnifique, c'est vous avez parlé de quoi, Patrick Bruel, les boulettes, Tel Aviv. C'est le combo. Il n'y a pas un moment où vous aviez envie de lui envoyer une assiette dans la tête? Sincèrement, oui. Mais toujours avec retenue. C'est ça, non, parce que vous disiez, non, je voulais pas du tout. C'est l'amoureux de ma fille. C'est fou, hein. Non, mais bon, au bout d'un moment... Gérard, c'est un amour aussi, hein, Gérard. Moi, j'ai fermé ma bouche. Ah ouais. Si je vais commencer à sortir quelque chose, ça va exploser. Après, je vais le regretter. C'est pas la peine. C'est incroyable. Non, mais... Ah, mais c'est surtout par rapport à tout ce que moi j'ai pu sortir qui était horrible. Le but aussi était de faire ressortir les bons côtés de Gérard et Émilie, qui sont des personnes qui sont très ouvertes d'esprit. C'est un modèle de tolérance. Vraiment. Sur les réseaux sociaux, je vous le dis, vraiment tout le monde a relevé la tolérance, la gentillesse des parents de Georgia sur les réseaux. Émilie est devenue une star parce que quand elle a dit sur la Torah, je vais le buter. C'est même devenu un mème sur les réseaux sociaux, puisque déjà sur la Torah, je vais le buter, ce mec, elle m'a tué. Phrase qui va devenir culte, sur la Torah, je vais me le buter. Le moment où il parle de sexe et où il gêne tout le monde. Même moi, j'étais gêné. En plus, vous trouvez des métaphores, le nuggets. Un petit pot de mayonnaise. Dans le pot de mayonnaise, c'est pas mal. T'as compris l'image? C'est insupportable. Moi, je t'aime, mais Louis, je le déteste. Ouais, mais moi aussi, je le déteste. Moi, quand je me vois, j'ai envie de me tuer. Greg, est-ce que tu apprends des phrases par cœur ou c'est que de l'impro? 50%, c'est un texte que j'apprends, je le répète 2 semaines chez moi, je tourne en rond, je répète. C'est comme une pièce de théâtre. Le nuggets dans la biscuit. Le nuggets, la phase, j'ai été préparé, mais tout ce qu'il y a derrière, quand je parle des photos et tout, c'est parti en impro. Parce que je vois qu'à ce moment-là, ils sont tellement... C'est le malaise, il faut l'entretenir. T'es obligé de faire de l'impro. Ah bah bien sûr, après et puis, en fait, vous me laissiez tellement de place, parce que je crois qu'Émilie, elle avait une curiosité, c'était de savoir ce que j'allais sortir à la fin. Parce que moi, c'était un raisonnement, c'était j'allais d'un point A vers un point B. Et à chaque fois, elle disait, attends, laisse-le dérouler, parce que je suis curieuse de savoir. Je parlais beaucoup, parce que je voulais avancer, voir un petit peu... C'est ça, mais je pense que vous attendiez le pire, quoi. Vous saviez que ça allait pas être à la fin... Vu le début, ça pouvait pas bien se finir. Il nous a pas laissé trop parler, de toute façon. C'est vrai qu'il n'arrête pas. Hein. Vous avez été géniaux parce que vous n'êtes pas trop énervés. On a quand même des scènes où Émilie, elle en peut plus. Vous l'avez tous regardé hier. Avec les enfants, c'était comme des dingues. C'était une caméra. Je vous le dis, c'est une pièce de théâtre avec des acteurs qui ne savent pas qu'ils sont dans une pièce. C'est ça, c'est 2 piégés à l'intérieur. Oui, c'est ça. Les larmes de Georgia sont sincères à la fin. C'est sincère. En fait, elle annonce quand même à ses parents, et toi, tu t'es peut-être visualisé en train de leur dire que tu étais enceinte. C'est incroyable parce que c'est vrai que vous jouez tellement bien, mais à mon avis aussi, vous aviez de la peine pour vos parents. Voilà, parce que c'est ce qu'elle m'a dit, moi, après. Pleurer, honnêtement, au bout d'un moment, je suis humaine. Je vois mon père en train de pleurer, même si c'est une caméra cachée, tout ça, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'avais envie de tout lâcher. Je suis enceinte, ça y est, c'est fini. Est-ce que vous pouvez juste nous refaire pour les téléspectateurs sur la Torah, je vais le buter? Parce que c'est vrai. Alors, il faut que je le regarde pour pouvoir qu'il fasse la bouche. Et le rire, non, le rire. Là, je ris et... Alors voilà, sur la Torah, je vais le buter, ce mec. En fait, j'ai toujours voulu devenir éboueur. Depuis tout petit déjà. J'étais sensible... Qu'est-ce qui vous plaisait? J'étais sensible déjà à la planète, parce que je ramassais les mégots de mes frères et sœurs. Et je leur disais, mais qu'est-ce que ça fout dans ma main? Pourquoi c'est pas dans la poubelle? Voilà. Et je partais aussi dans les rues me balader avec ma maman pour faire des courses. Et je ramassais les papiers par terre. Ma maman me disait ma maman me disait, c'est dégueulasse ce que tu fais. Je dis, c'est dégueulasse, oui, mais c'est bon pour la planète. Déjà, j'avais cette âme-là. Et un éboueur, c'est une personne qui est en première ligne. Là, actuellement, et depuis toujours. D'accord? Et on est des dépollueurs. Il nous a jeté de ça dessus. Il vient de vous lancer une bouteille d'eau dessus. C'est ça, voilà. Ça, c'est ce genre de choses, ce genre de comportement-là qui est... Ça me touche encore de revoir ça. Non, mais là, c'est ne pas respecter l'humain qu'il est. Là, c'est même pas question de ça m'arrive à moi, mais ça arrive à beaucoup de personnes en France. Le métier d'éboueur, c'est un métier qui est dangereux tous les jours.
Là, en ce moment, avec les conditions Covid, etc., on ramasse les masques. Les masques, il y a des masques qui sont contaminés, etc. On ramasse des seringues. Il y a des protocoles, hein, bien évidemment. Il faut bien le respecter. On peut se faire agresser. La preuve en est là. Voilà, tout peut arriver, en fait. Il faut être vachement vigilant. Vous êtes déjà fait agresser plus violemment? Alors, la première année, une fois que ça m'est arrivé, on m'a quand même craché dessus. Ah oui, pourquoi? La première année. Alors, pourquoi? En disant, t'es payé pour ça, pour travailler dans les rues, sale fonctionnaire, etc., etc. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas relevé parce que je suis pas un bagarreur du tout. Voilà, j'ai vraiment passé ce jour-là, j'ai passé une sale journée. Vraiment une sale journée. J'étais vraiment pas bien du tout. Parce que je me suis dit, comment on peut haïr une personne qui fait que du bien? Il fait du bien à la propre personne, il fait du bien à la planète. Comment on peut haïr une personne comme ça? Rien que de parler à la planète, je comprends pas. Alors, j'ai aussi eu la chance, je dis bien la chance, d'être Reaper. Reaper, c'est la personne qui est, derrière les camions, qui ramasse nos poubelles de tous les jours. Et là, il faut faire hyper attention, parce qu'on monte des bacs. Et du coup, les bacs, des fois, ils se lâchent. Je me suis pris un bac, sur la tête. Donc, je suis tombé, bien évidemment. Mais bon, tout va bien, tout s'est bien passé. Des seringues, vous ramassez des... Il y a eu des... Voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, tiens, c'est vraiment compliqué? En fait, quand je tombe sur les seringues, je me dis, je suis content de tomber dessus parce que je vais la mettre en sécurité. N'importe qui, peut-être un enfant peut tomber dessus, jouer avec et se faire mal. Et ensuite, ou une personne mal intentionnée qui peut aller braquer des caissières, etc. Enfin voilà, je me dis, moi, le petit Ludovic, je vais te mettre en sécurité, tu feras de mal à personne. Tout simplement. Dans votre interview à Brut, vous reveniez sur votre métier, sur votre exposition depuis la crise du Covid, et vous regrettiez que votre profession ne soit pas considérée comme étant en première ligne. Personne ne parle de vous, en fait. C'est vrai? J'ai entendu dire deuxième ligne. C'est quoi cette deuxième ligne? J'aimerais bien la voir. Et non, on est vraiment en première ligne, sincèrement. Et comme je le dis toujours, on est les médecins des rues. Monsieur Messia, vous me gênez beaucoup là. Vous avez beaucoup je suis fait pour ça. Vous avez beaucoup de défauts, mais je pensais au moins que vous étiez courageux. Or, je m'aperçois que vous êtes lâche. Sur le plateau de Pascal Praud, vous ne nous aimez pas, on est des moins que rien, ça nous insulte. Ici, vous arrivez, vous avez peur de nous, donc non, pas du tout. C'est pas du tout les gens en tant que tels, c'est leurs idées. Cyril Hanouna, qui vous invite dans ces... c'est pas moi qui me suis pris une tournole par Joe Star il y a quelques années. Ça c'est bas, Cyril Hanouna, ça c'est bas. Cyril Hanouna, qui vous invite dans les émissions. Lui, c'est votre ami. Parce que vous venez de dire mon ami Cyril Hanouna, parce que vous n'osez pas y toucher. Et je vais vous expliquer, que les gens sachent qui vous êtes en réalité. Ici, hein. Je vais vous expliquer ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux et quelles sont vos méthodes. C'est que vous avez lancé vos chiens contre moi sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, j'ai eu des milliers de messages d'insultes, des messages racistes, des messages ultra-violents que vous avez télécommandés avec... Mais arrêtez, vous avez fait un tweet, vous avez été malin et les gens ont commenté. J'ai eu des messages, je vous les donnerai même pas tellement c'est indigne. Mais rien que pour ça, franchement, vous devriez vous excuser. Mais monsieur Verdès, vous êtes une petite nature. Moi, ça fait des mois que je suis menacé de mort par une certaine diversité que vous encouragez et par des gens de votre bord politique. Aucune menace de mort, monsieur Messia. Je vous le mets sur le dos. Je vous la mets sur le dos. Ne dites pas ça. Je vous la mets sur le dos. Je suis menacé de mort. Ma famille et mes enfants également sont menacés de mort. J'ai été contacté par la plateforme Pharos. Pour ça, c'est la plateforme Pharos qui m'a contacté. Alors arrêtez de jouer les chochottes. Sur les réseaux sociaux, il y a de tout. On va faire entrer le crocodile. Vous avez une minute pour trouver quel crocodile. Rentre mon crocodile. Dans un instant, donc elle est intervenante, chroniqueuse. Salut, et je l'aime. Je voulais dire, j'aime cette personne. Attention, c'est une immense star. Ça va vous faire extrêmement plaisir. À vous, à tout le monde ici. Une minute pour trouver, c'est parti. Toutes les questions. Est-ce que c'est un animateur télé? Aussi. Il a tout fait. C'est un très grand, oui. Pour moi, star, c'est acteur. Est-ce que vous êtes un acteur? Oui. Est-ce que vous avez tourné dans des productions américaines? Oui. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec quelqu'un sur le plateau? Faut pas répondre. Il n'a pas envie de le dire. Non, mais les mecs, à quoi vous avez reconnu? Sa démarche quand il est rentré. Non, c'est vrai? Oui. Isabelle. Oui, est-ce que vous avez animé un grand jeu le samedi soir sur la 2?
Alors moi je vais vous dire, comme les autres, vous avez l'air de trouver, Kim Glo, vous avez 30 secondes pour trouver qui c'est, vous avez toutes les questions possibles à lui poser. Allez. Par rapport à la démarche, c'est Jean-Pierre Castaldi. Mais c'est énorme. C'est Jean-Pierre Castaldi. Le papa de Berger, ça va mon chéri, tu dois avoir très très chaud. Il fait très chaud ce papa. Cyril, il fallait pas attendre plus longtemps là, parce que là, il était cuit. Mon chéri, il fait chaud. Attends, je te déshabille. Non, surtout pas. Je suis à poil, je suis On m'a dit qu'il fallait pas que j'ai trop chaud, j'ai tout lâché. Ça vous va très bien. Voulez-vous vous asseoir un peu? À côté de mon fils. Non, mais il faut lui donner de l'eau. À côté de votre fils, venez. Il faut quand même que je le dise parce que enlève ça. Non, je peux pas. C'est tout nu. Je suis tout nu. Mais non, mais c'est bon, il est vacciné, mon père. Je suis vacciné, moi. Ils te sont tout émus. Bah moi, tu sais que dès que j'ai mon père sur un plateau, c'est toujours l'émotion parce que je suis toujours le petit garçon et lui, c'est toujours mon papa. Bah oui, malgré son vieillage et mon mental. Il a pas vieillage. Je voulais dire aussi un truc très important. Je suis fier de mon père parce que il a été se faire vacciner et je voulais passer le message. Voilà, il l'a fait. Il faut y aller et il l'a fait. Voilà. Pas du douleur, il n'y a rien du tout. C'est bien. Voilà. Même pas un Doliprane, rien du tout. Il y a quand même une queue qui a poussé derrière. C'est rien. Il me cherche, il va me trouver. Sinon, il ne serait pas là. Oui. Il est dans un camp où il subit. Là, il est venu donc avec les chaînes au mire qu'il portait donc dans ces camps. Il subit des brimades, des humiliations. Ils font tout pour le dévier de sa foi, pour vous dévier de votre foi. Ils vous forcent, par exemple, à manger du porc. Ils font exprès. On peut dire comment? Ils cassent le moral de la personne. Après, quand il a rien déjà à tenir, parce que là, il pense seulement pour vivre là. Donc, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien de tout. Donc, comme je dis, il n'est même pas bougé. Donc, il est enchaîné. Donc, même le petit besoin ou bien un grand besoin, c'est sur un petit de bol ou bassin. Et là, manger tout ça dans le même truc, dormir aussi dans le même truc. Et, alors, aujourd'hui, il n'a plus de nouvelles de ses parents, de ses 3 frères et sœurs restés en Chine. Oui, aucune nouvelle. Donc, voilà, il a apporté, voilà, ça, son père. D'accord. Donc, après son libération, ils l'ont mis tous sa famille dans le camp. Et son père, il est décédé. Il n'est pas décédé, il était tué, torturé dans le camp. Plus de 70 ans. En 2018, il était mort. Lui, il a su cette information seulement après 1 mois. Il y a combien de personnes dans ces camps aujourd'hui? Pour le nombre, il y a toujours une discussion, mais c'est entre 3 et 5 millions de personnes. 3 à 5 millions de musulmans dans ces camps. Voilà. C'est absolument incroyable. Très peu de gens en parlent. Personne. Voilà, quelques lanceurs d'alerte. Quelques lanceurs d'alerte, mais vraiment, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Mais c'est à cause de l'économie, à cause de l'argent. Ouais. Donc, il y a 83 multinationales qui utilisent les travaux forcés des Ouïghours. Il y a des milliers de gens qui travaillent. Ouais. Ouais. Parce que tous les camps, ils sont situés près des fabriques et près des usines. La plupart des rescapés de ces camps, sachez-le, préfèrent se taire. Ils ne veulent pas témoigner par peur de mettre en danger leurs proches en Chine. Omir, lui, il a choisi justement de parler parce que, comme vous nous avez dit, il espère que ça puisse bouger là-bas. Aucun gouvernement, aujourd'hui, n'a fait le nécessaire pour qu'on arrête ce massacre. Ça, c'est commencé au mois de décembre en Amérique, donc avec le gouvernement de Trump. Ils ont fait, donc c'est passé par le Parlement américain, donc ils ont fait une loi pour protéger le peuple ouïghour. D'accord. Donc, après ça, ça a commencé à bouger. On sent, Omir, on le sent très, très triste, très touché. Ça fait combien de semaines qu'il est sorti de ce camp? 3 ans. 3 ans, et on sent qu'il a les larmes aux yeux, on le sent très ému. Bien sûr. Hazırkı hissiyatınızın da bir 3 yıldan ötüşü sizin hissiyatınız hazır gözünüzde yaş durdu. Hayatım, yazdan horluk, isimden çıkmaydı. Il dit, ma vie, il dit que il était humilié. Donc, ça, il ne peut pas oublier ça. Donc,
Et surtout, il m'avait raconté tantôt aussi, quand son père il était décédé aussi, sa mère, il a dit, nous, à toute façon, on va mourir. Donc, il faut donc essayer de sauver jusqu'au bout. Donc, il a donné le parole à sa mère et aux gens quand ils étaient ensemble dans le camp. C'est pour ça qu'il tient son parole. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il maintient en vie. C'est Omir, aujourd'hui, votre combat, c'est d'essayer de sauver le maximum de personnes qui sont dans ces camps. Albatta shu xalqimniki hurligi uchun, ashlarniki bir qirg'inchilikdan to'xtalib hayot qilish uchun. Il dit évidemment, c'est pour ces gens, pour ce peuple, pour qu'ils restent en vie, au moins. Pour qu'ils puissent vivre en être humain, quoi. Alors, on a le ministre au téléphone, Jean-Michel Blanquer. On est avec Anne-Christine Lang, qui vous a défendu bec et ongle sur le plateau. Monsieur le ministre, juste, on est avec des élèves, et cette histoire du contrôle continu, pour eux, c'est un crève-cœur. Ils veulent le contrôle continu, ils ne veulent pas d'examen en présentiel. Est-ce que vous allez faire quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Demain, je reçois les organisations lycéennes qui sont au Conseil supérieur de l'éducation pour parler de ça. Mais comme vous le savez, sur le baccalauréat, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du baccalauréat général, il y a déjà 80% du baccalauréat. On sait. Et puis on parle aussi des hors-contrats, on parle des BTS aussi surtout. Professionnels. Il reste 2 épreuves en contrôle terminal, c'est-à-dire le grand oral d'une part et l'épreuve de philosophie écrite. Mais donc, je suis bien conscient que certains élèves n'ont pas pu faire tout le programme cette année, on le sait bien. Ah oui, c'est ça. On est en train de regarder comment on va aménager ces épreuves. Est-ce que ça peut bouger, monsieur le ministre? Est-ce que ça peut bouger? Oui, demain on va travailler à ça. Justement. Donc on a une réponse demain. On va cette semaine faire encore des aménagements. J'en ai déjà fait. D'accord. Et ça va. Donc c'est pas figé. C'est pas figé. Il y avait des épreuves terminales qui étaient prévues au mois de mars qu'on a transformées en contrôle continu. Non mais pas pour nous. C'est comme ça qu'il y a déjà 80% en contrôle continu. C'est pas pour le hors-contrat. D'accord. Et il y a l'histoire du hors-contrat aussi. Dans l'intérêt des élèves. Ah ça c'est encore un autre sujet. Parce que les écoles hors contrat, c'est plus difficile de valider le contrôle continu. L'année dernière, il l'a fait. Et l'année dernière, vous l'avez fait. Oui, mais ça peut pas être une règle. Ils ont plus 20% de réussite contre une inégalité entre plus 4% de réussite. Exactement. Non. Que les choses soient sérieuses, si vous voulez. Non. C'est normal que vous ayez un diplôme. C'est pas vrai. Pour moi, ce serait beaucoup plus facile de dire oui à tout le monde sur tous les sujets. Mais juste tandis que là, ce qui est important, c'est justement de voir l'intérêt des élèves. L'intérêt des élèves, c'est évidemment de les faire réussir. Pour ça, il faut qu'il y ait des épreuves qui soient faisables. C'est pour ça que, par exemple... Mais aucune sont faisables. Dans ces conditions, aucune. De leurs professeurs, disant les parties du programme qui ont été faites, les parties qui n'ont pas été faites, de façon à ce qu'ils ne soient pas interrogés sur des impasses. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses que l'on peut faire. À l'épreuve de philosophie, on doit regarder aussi si peut y avoir des formules qui permettent de tenir compte du contrôle continu ou des formules qui permettent d'avoir... plus de sujets. Monsieur le ministre, donc c'est pas figé, ça peut encore bouger. Ça peut encore bouger. Bien sûr, mais donc ça va bouger, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut de la bienveillance pour les élèves. On veut qu'ils réussissent. Donc demain, on aura des nouvelles. Demain, on peut venir ici débattre. Demain, on aura des nouvelles. Même pour le hors-contrat, monsieur Nouna. Bien sûr, il faut écouter tout le monde. Vous savez, on doit être dans une ambiance d'unité dans des moments comme ça. C'est ça qui est important. Merci, monsieur Blanquer. J'espère que vous viendrez sur le plateau. En tout cas, on a été un petit peu dur avec vous dans l'émission. Merci d'avoir répondu. Et franchement, merci. On s'en excuse. Mais on espère qu'on... C'est la réussite de tous. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles. Voilà. Et on espère qu'on aura de vos nouvelles demain. Et on espère qu'on aura de vos nouvelles demain. Et merci. Il y a Rambo ce soir sur C8. Je vous embrasse. Je termine. J'ai suffisamment attendu mon tour pour pouvoir parler. Deuxième question que je me pose. Effectivement, deuxième question que je me pose et que les Français se posent. Je trouve tout à fait curieux qu'on ait une augmentation subite des réanimations, particulièrement à la PHP et en Ile-de-France, alors qu'on nous explique... On nous explique... Non mais, oh merde, non mais bon, je veux dire à un moment donné, les gars, vous n'avez pas de leçon à me donner, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai la prétention effectivement ici de faire des choses relativement sérieuses et de venir avec des données sourcées. Vous êtes dans un débat politique, restez-y dans votre débat politique. Mais moi j'ai autre chose à foutre. Concrètement, ce que j'essaie de vous dire... Vous avez raison.
Pourquoi on nous ment alors? Pourquoi on nous ment? Ce que je dis, c'est que la question de l'intérêt dans tel moment, j'en sais rien. Je cherche à comprendre. D'abord, je ne dis pas qu'on nous ment. Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre comment est-ce que, ayant des patients en soins intensifs et en soins continus, eh bien, effectivement, on se retrouve avec, on nous dit 5000 personnes en réanimation. Ça ne sert à rien ce que vous dites. Fabrice, ça ne sert à rien. Non, mais ce qu'il dit, c'est ça. Non, mais ça sert à rien, je me casse. Je me casse. Non, Fabrice, non, mais c'est quoi ce problème? Non, mais à un moment donné. Non, mais attendez, excusez-moi, mais à un moment donné, 2 minutes. Je suis en train de parler de choses extrêmement sérieuses auxquelles personne n'a répondu. Quand même, je suis en train de vous dire que les chiffres, avant février 2020, ce qu'on appelait la réanimation correspondait à une définition donnée par la Direction générale de la santé. Cette définition a changé à la faveur du Covid. Monsieur, on est prêt à vous écoutez, mais rentrons pas dans une discussion. Mais enfin, monsieur, c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis? Écoutez, si c'est vrai pour vous, c'est important. C'est pas important. C'est pas important. Si c'est vrai pour vous, c'est pas important. On vous explique que les réanimations sont full. Je cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on vous explique. Vous pensez que les chiffres sont bidonnés? Je ne le pense pas. Je m'interroge. Au-delà de ça, est-ce que vous êtes Fabrice, non, mais juste, Monsieur Blachier, tout le monde s'est interrogé sur le phénomène qui s'est passé en réanimation en Ile-de-France. Tout le monde. Donc il a le droit de s'être interrogé également. C'est pas parce que ça vous intéresse pas qu'il faut vous prendre pour le centre du monde. Excusez-moi. Non, monsieur, peut-être que les Français qui nous regardent. Excusez-moi, monsieur. Mais je crois que vous avez dit. Attendez, je vous ai rien demandé. Moi non plus, je vous ai rien demandé. En l'occurrence, effectivement, je crois que vous avez un problème, monsieur, avec moi. Oui, j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, notre écosystème, il est profondément bouleversé et que vous faites de la diarrhée verbale et qu'il y a des gens qui sont au bord du gouffre et que juridiquement, vous pourrez aider des mecs qui sont au bord du gouffre, des entreprises qui n'ont plus de fonds et qui ont plus de thunes et qui ont des trous dans la raquette et vous les emmenez sur des procédures qui durent 10 ans. Voilà, restez là, Fabrice. Ne refusez pas le débat. Fabrice, divisez. Restez là. Avec un mec comme ça? Mais oui, non, mais attendez. Un mec comme ça, j'ai pas mon pin, j'ai pas mes 5 plus 6. Son problème. J'ai un bac plus 5. C'est des attaques ad nominem. C'est des attaques ad nominem. Je veux dire, des solutions, c'est pas des attaques. Vous croyez, excusez-moi, vous croyez que je vais m'abaisser à un niveau comme ça? Moi, la carrière, c'est la mienne. Excusez-moi, je termine. Il donne son avis, c'est un restaurateur. Il est urgent d'accélérer la vaccination. Vous croyez qu'avec la carrière qui est la mienne, enfin, au revoir, messieurs. Non, mais pas ça. Mettre division.